C'est la maîtrise de la Terre? Parce que vous connaissez Avatar. Oui, le joueur du grenier en a parlé. Mais parlons-en nous aussi. Avatar, le dernier maître de l'air. L'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Avatar, le dernier maître de l'air est une série d'animation américaine de 3 saisons et donc de 61 épisodes. C'est pas mal long mais ça va. Comme beaucoup de fans, j'ai découvert la série quand j'étais enfant sur Nickelodeon. Et même si je ne comprenais pas tous les enjeux et tous les thèmes de la série, j'ai quand même tout de suite vu qu'elle ne nous prenait pas pour des idiots et qu'elle était sérieuse et qu'elle avait des thèmes importants et qu'elle racontait des choses très importantes. Même si ce qui me plaisait le plus, évidemment, c'était l'humour, parce que ça, la série n'en manque pas. L'univers est riche, même si au premier abord, il peut sembler assez simpliste. 4 nations, 4 pouvoirs, l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais quand on rentre plus en profondeur dans l'histoire, on se rend compte que ces 4 nations ne sont pas si unies que ça. Il suffit de voir la tribu de l'eau du Sud et la tribu de l'eau du Nord qui sont vraiment pas les mêmes. Et aussi, il y a la tribu de l'eau des marais qui vit par exemple au milieu de la nation de la Terre. Nation de la Terre qui connaît de grands changements à cause de la colonisation depuis un siècle par la nation du Feu. Bref, l'univers peut sembler au premier abord assez simpliste et on se rend compte qu'il ne l'est pas du tout. Évidemment, chaque nation a sa propre culture. Culture qui va être amenée à avoir quelques petits changements. Mais ça, on le verra surtout dans les bandes dessinées. Chaque nation a également sa propre façon de se battre. Les combats qui sont quand même très importants dans cette série. Une série où chacun maîtrise la terre, le feu, l'air et l'eau. C'est logique qu'il y ait des combats différents. Chaque combat est inspiré d'un art martial qui existe. Dans cet univers, il y a des personnes qui ont des pouvoirs, on appelle ça les maîtres, et des personnes qui n'en ont pas. La série Korra appellera ces personnes les profanes. Dans la série Le Dernier Maître de l'air, le mot profane n'est pas donné. Mais ces personnes qui n'ont pas de maîtrise ont quand même une façon de se battre qui est fortement liée à la tribu de laquelle ils viennent. Sokka, un fils de l'eau, ne se battra pas du tout pareil que Suki, une fille de la terre qui ne se battra pas du tout pareil que Ty Lee, une fille du feu. Par exemple, la façon de se battre de Ty Lee est très très offensive, comme la maîtrise du feu, alors que Suki a une façon de se battre un peu plus défensive, comme la maîtrise de la terre, même si aucun de ces deux personnages ne maîtrise ni la terre ni le feu. C'est aussi un épisode qui confronte directement les personnages principaux à la culture de la nation ennemie, mais présenté de manière plutôt positive finalement. Ils sont directement immergés en fait dans l'univers qu'ils combattent en fait depuis le début. Mais de manière festive. Ouais, voilà, et c'est présenté de manière assez originale finalement. Ça montre en fait que c'est une culture comme une autre. Voilà. Et pas uniquement des méchants, et ça c'est pas mal je trouve. Oui, c'est une nation avec sa propre culture. Ouais. La culture est quelque chose de très important dans Avatar. On va par exemple parler de la nation du feu. Même s'ils sont montrés comme assez violents, le feu étant un élément qui peut être très destructeur, au final, comme chaque nation, ils ont leur propre culture. Par exemple, on a associé la culture de la nation du feu qui est très proche de la culture du Japon dans notre monde. On montrera dans certains épisodes la pyrotechnie par exemple et la culture des artificiers qui est aussi quelque chose qu'on peut rapprocher au Japon et qu'on rapproche donc à la nation du feu. C'est très malin parce que oui, les feux d'artifice, ça fait penser au feu, donc c'est très malin de les avoir liés, même si ça semble évident, ça reste quelque chose de chouette à voir dans la série. Et donc la série montre les différentes cultures et c'est toujours très intéressant. Je peux pas parler de chaque culture parce que ça serait très long, mais il y a plein de vidéos sur ce sujet qui sont très intéressantes. Ça
Ça parle pas mal du coup de ce que c'est la maîtrise de l'air, qu'il n'y a pas que finalement les maîtres de l'air qui maîtrisent vraiment l'air, que ça peut être accessible par exemple aux autres personnes, aux scientifiques ou aux personnes qui ont une certaine philosophie. Voilà, que la maîtrise de l'air, c'est... Oui, bah, comme Hank l'a c'est répété, quelque chose, c'est c'est vaste, l'âme, quoi. en fait. Oui, voilà, c'est l'âme, ou encore Sokka, qui par exemple, c'est par exemple juste comment maîtriser l'air de manière scientifique pour maîtriser un ballon, quoi. Et ouais. Enfin, ça se trouve dans beaucoup d'aspects en fait de cet épisode finalement. Ouais, dans cet épisode, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, on en apprend un petit peu plus sur la maîtrise de l'air et qu'il y a une opposition entre la tradition et avant le peuple nomade, le peuple de l'air qui n'existe plus et des nouvelles personnes qui se sont installées là. Est-ce qu'ils sont vraiment légitimes à Oui, vivre c'est ça. là? Est-ce qu'ils sont légitimes Le à truc apporter des changements? Ouais. Euh, Et puis et de la même on- manière, comme j'ai dit, du coup, bah, c'est avec leur techno, ils se réapproprient un peu la maîtrise de l'air pour leur technologie. C'est Donc, ça, se par la retrouve un peu- technologie. ouais, par la technologie. Donc, ça se retrouve un peu de la même. T'as Là le- aussi dans ce sens-là, quoi. Ouais, et ce qui est intéressant dans l'épisode, c'est qu'il parle aussi du fait de garder quand même, de préserver un peu la tradition en préservant les endroits. Mais ils en reparlent plus à la fin de l'épisode et c'est un peu dommage parce que certes, apporter des nouveautés, c'est bien, mais il faut aussi garder l'ancien. Pas forcément exactement comme c'était, mais peut-être que abîmer les fresques avec des tuyaux et détruire les statues, c'est pas Ouais. l'idéal quand on peut les déplacer ou les recopier avant Voilà, détruire d'apporter la les changements culture, dont on c'est a pas- besoin, quoi. Hmm. Parce que la culture de l'air, vu que c'est le dernier maître de Ouais. l'air, elle est amenée peut-être à disparaître, donc c'est bien d'essayer de la préserver. Mais ça, c'est un thème qui va être parlé pour le coup dans les bandes dessinées. Hmm. Du coup, ils ont pas eu le temps d'en Et parler dans dans- les séries, ils vont en parler dans les Alors, BD. j'ai pas eu toutes les bandes dessinées, mais dans la légende de Korra, c'est beaucoup de ça aussi. Enfin, toute la problématique de Tenzin qui veut vraiment faire renaître la nation de l'air et tout, et qui est très attaché à cette Ouais, culture, Et qui peut le faire grâce à qui a un peu Korra, disparu. Ouais. qui a recréé les maîtres de l'air. Aujourd'hui, je n'aime plus du tout la série comme je l'aimais quand j'étais enfant. Si quand j'étais enfant, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'aventure et l'humour, aujourd'hui, c'est plutôt les termes complexes. Même si l'aventure et l'humour sont toujours une part importante qui me plaît toujours dans cet univers. En effet, la série n'a pas peur de parler de termes assez complexes. Elle le fait pas trop de façon trop compliquée et elle reste quand même sur un ton assez enfantin. Mais elle ose parler de la guerre, de la colonisation et des génocides. Il faut pas oublier que si Aang est le dernier maître de l'air, c'est parce que tous les maîtres de l'air ont subi un génocide par la Nation du Feu. Évidemment, la série qui mélange maturité et humour a aussi des thèmes un peu plus légers. L'amitié, l'amour sont des thèmes qui sont quand même importants et ont une place assez grande dans la série. Et ça fait plaisir. Aang ne réussirait jamais tout ce qu'il doit faire sans ses amis. Ses amis lui permettent de supporter le poids grandissant qu'il a sur ses épaules. Être l'avatar, ce n'est pas rien, surtout pour un petit garçon de 12 ans. Mais il y a des thèmes qui sont un peu plus profonds et quand même pas aussi matures que peut l'être le génocide ou la colonisation. La série parle beaucoup de la sagesse, des responsabilités et de la bravoure aussi. Les responsabilités, c'est ce que Aang doit assumer en tant qu'avatar. S'il a été enfermé dans un iceberg pendant 100 ans, c'est parce qu'il a essayé de fuir ses responsabilités. Ce qui semble logique pour un enfant de 12 ans, on ne peut pas vraiment tant lui en vouloir que ça. Et au final, c'est ce qui lui a permis d'éviter le génocide. Ce maître-là, du coup, c'est un peu l'opposé de son élément, parce que l'autre, c'est censé être l'adaptativité, D'adaptabilité. l'adaptation, le changement, le fait de pouvoir accepter les choses. Oui, c'est l'eau, quoi, c'est malléable. Et lui, justement, il a un esprit hyper rigide, en fait, et il refuse de changer ou de se remettre en question. Ouais, du coup, c'est intéressant de mettre en opposition Maître Paku, donc de l'eau, et le Maître Chong Chong. Lui est totalement en accord avec son élément. Non, par justement, rapport à il est pas du tout en accord avec son élément. Il aime pas son élément, mais par rapport à C'est ses vrai. responsabilités, son côté peut-être un peu impulsif, mais tu sais, un peu rageant, tu vois. Le côté, Ouais. le maître feu, il est un peu, je suis un peu en colère, mais tu vois, pas trop. Oui, il déteste son Il élément, est- mais il du a un coup, côté un peu- il le respecte énormément. Ouais. Parce qu'il a énormément le sens des responsabilités, il est complètement humble.
Et là, la situation, c'est normal que Katara s'énerve. C'est complètement injuste. On lui demande à elle de ravaler sa fierté, de présenter ses excuses à Pacu, alors que c'est Pacu qui a une fierté mal placée. Il est pas cool. Voilà, c'est Maître pas cool. Ce jeu de mots est génial. Et ouais, comme tu dis, Maître Pacu, il est extrêmement rigide, donc il est en totale opposition avec son élément, et en totale opposition avec le Maître du Feu, qui lui est en adéquation avec son élément, et qui le déteste, alors que Maître Pacu adore son élément. C'est très drôle. Les mettre en parallèle, j'adore les parallèles dans Avatar, il y en a plein. Mon parallèle préféré reste toujours au deuxième épisode. Ouais, au deuxième épisode, quand le parallèle entre Zuko et Sokka qui se prépare tout seul, et Zuko qui ne fait rien et qui est totalement préparé par l'équipage. Ah oui, c'est vrai. Et... c'est dans les premiers épisodes. C'est l'épisode 2, ouais, je crois. Ce parallèle est mon parallèle préféré, et des parallèles, il y en a plein tout au long de la série. Oui, et ils sont... c'est du génie à chaque fois. On peut pas parler de chaque parallèle parce qu'il y en a trop. Et que ça demanderait d'analyser scène par scène chaque épisode. Ça va être un peu long, on va éviter. Voilà. Il y a plusieurs personnages qui vont respirer cette responsabilité, d'autres la sagesse, d'autres la fierté, parfois à outrance. Et l'équilibre est au centre de la série. Cet équilibre entre responsabilité, sagesse, fierté, bravoure et ne pas tomber dans l'outrance et la stupidité. Évidemment, ce qui plaît aussi beaucoup dans la série, c'est ces personnages. Ils sont très bien écrits, très bien construits, très intéressants. Il n'y a pas un personnage dans le groupe principal qui plaît beaucoup moins que les autres. C'est d'ailleurs très difficile pour la plupart des fans, moi y compris, de choisir un personnage préféré. Mon personnage préféré est Sokka, mais au final j'aime énormément Zuko et Toph. Donc les personnages incroyables, nous avons Aang, le personnage principal, l'Avatar. Nous avons Sokka, qui est mon personnage préféré, qui est un fils de l'eau, qui est le grand frère de Katara, qui est une maître de l'eau qui est très très forte et qui va le devenir de plus en plus au fil de la série. Nous avons Toph, qui est aussi très très forte et qui n'est pas à sous-estimer, malgré son handicap. Et nous avons Zuko qui subit une grande évolution avec un arc de rédemption. Bien évidemment, il ne faut pas oublier nos chères mascottes, Appa et Momo. J'aime particulièrement Appa. D'ailleurs, je trouve que Appa ressemble un peu à mon chien. C'est un peu spécial. On aime beaucoup suivre l'aventure de nos personnages et aussi leurs évolutions dans un univers incroyable et complexe, très bien construit et détaillé et super cool. On rêve tous maintenant d'avoir un des 4 pouvoirs. Je ne sais pas lequel me représenterait le mieux, peut-être la Terre. Ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est principalement l'univers général qu'elle a apporté et qui est d'une grande cohérence et d'une grande richesse. De nombreux petits éléments donnent vraiment vie à cet univers et on prend vraiment plaisir à le découvrir, et en même temps que certains personnages qui le parcourent. J'apprécie aussi l'aspect très spirituel qui est mis en avant derrière la maîtrise des éléments et l'univers en général. Il y a aussi les combats qui, pour moi, sont un gros point fort de la série, ils sont extrêmement inventifs et fluides. J'adore l'idée d'utiliser des arts martiaux pour maîtriser des éléments, ça donne des chorégraphies extrêmement belles. Sans parler des différentes variations entre les maîtrises qui se traduisent aussi par des arts martiaux supplémentaires, dérivés ou différents. Il y a aussi les personnages qui évoluent dans la série que je trouve extrêmement bien gérés aussi. En plus d'être tous très attachants, ils portent avec eux des thématiques et des évolutions qui sont très bien gérées et qui soutiennent bien les propos de la série. Leur évolution est très fluide et se fait sur le long terme tout au long de la série pour que les personnages finissent par devenir des individus extrêmement accomplis et puissants tout en restant fidèles à eux-mêmes. Sokka, qui au début semble surtout être le commis de service un peu bébête, devient un grand stratège et avec un esprit d'une grande logique et il devient le cerveau pragmatique du groupe. Quand on voit son personnage du début, il en est éloigné, mais au final, son évolution est tout à fait logique. Il y a plein de personnages qui sont fascinants dans leur parcours et tout ce qu'ils ont à raconter, et les relations qu'ils ont entre eux, directement ou indirectement, les enrichissent et les font évoluer un peu plus à chaque épisode. Bon, il y a peu de choses que je n'aime pas dans la série, elle fait partie de mes séries préférées, mais il y a quand même quelques éléments qui ont tendance à me déranger dans celle-ci. Commencer par l'humour, que je trouve par moments un peu lourd et assez enfantin, surtout dans la première saison.
Mais ce n'est pas un vrai point négatif selon moi, car les personnages étant des enfants, un humour enfantin de leur part leur correspond et colle au propos général de la série. Et certaines blagues me font évidemment beaucoup rire. Mais il y a aussi certains épisodes que j'aime assez peu, souvent des épisodes filler qui, malgré leur message toujours présent et leur efficacité générale, ont tendance à peu particulièrement m'intéresser, et finalement peu à raconter au milieu de toute cette épopée, comme la diseuse de Bonaventure, le bandeau ou la grotte des amoureux. Mais ces épisodes ne sont jamais vraiment mauvais au final, et puis ils ont quand même tous une certaine utilité, comme la diseuse de Bonaventure qui développe pas mal la personnalité de Sokka, le bandeau qui montre un peu le quotidien de la Nation du Feu, et il y a aussi les passages avec Zuko et Hiro qui se déroulent en parallèle, qui remontent assez bien le niveau en général, et qui font que ces épisodes valent toujours le coup au final. Concernant la grotte des amoureux d'ailleurs, j'apprécie l'humour et le background raconté dans cet épisode, mais pas trop la thématique générale de l'amour. Ce thème-là m'intéressant assez peu dans les fictions, il fait ainsi partie des points que je n'aime pas particulièrement non plus dans la série. Ça reste assez bien géré, mais finalement très classique et peu nécessaire, notamment la romance entre Aang et Katara. Celle entre Suki et Sokka est mieux gérée, je trouve. Et je trouve d'ailleurs que la légende de Korra, tout en conservant des romances assez classiques, leur donnait une évolution plus intéressante pour le coup. Mais voilà, tout ça c'est mon avis bien sûr. Mais parlons un peu des personnages. Tout d'abord, nous avons Aang, qui a 12 ans. Enfin, techniquement 112. C'est le dernier maître de l'air, personnage principal et l'avatar. Il est doublé par Gwenaël Sommier, qui est la voix de Koda dans Frères des Ours ou la voix de Zack et Cody. Pas n'importe quoi, tu me connais, je suis qu'un simple moine. Le jeune âge d'Aang est très important. Il va mûrir tout en apprenant à être l'avatar au fil de la série. Il a un énorme poids sur les épaules et ça lui pèse énormément. Et si parfois il a du mal à le gérer, il pourra toujours compter sur ses amis. Ensuite, nous avons Katara, qui a 14 ans. Elle est doublée par Laura Préjean, mais Katara est son rôle qui m'a le plus marqué. Je note juste qu'elle est la voix de Terra dans Teen Titans. Culture, bla bla bla. Tout ce que je veux dire, c'est que si j'avais des pouvoirs bizarres, je garderais mes loufoqueries pour moi. Quoi? Tu me traites de loufoque, c'est ça? Ce n'est pourtant pas moi qui me prends pour un super athlète chaque fois que j'aperçois mon reflet dans l'eau. Son père m'a plus marqué pour être Tigrou dans Winnie l'ourson. Il est aussi la première voix du roi Bumi. Katara est un peu la maman du groupe grâce à sa capacité à être responsable, mais aussi à son empathie et sa tendance à s'occuper maternellement des autres, même si elle va parfois être enfantine, ce qui est logique vu son âge. C'est une grande maître de l'eau qui va devenir de plus en plus puissante. Ensuite, nous avons Sokka, c'est mon chouchou. Il est doublé par Tony Marot, qui est un comédien que je ne connais pas vraiment, mais il fait un excellent travail avec Sokka. Ce dernier a 15 ans et va subir une grande évolution dès le début de la série, passant de simple comic relief à tacticien, inventeur et guerrier, et fort et brave, même s'il reste réaliste et prudent. Sokka, qui à la base est présenté comme le clown de service, s'avère être le plus pessimiste, mais en même temps réaliste, et c'est lui qui permet à avoir la prudence du groupe. Quelque chose à ajouter ? Oui, c'est une bonne évolution du personnage qui, je disais, au début était un peu présenté comme le clown de service, mais qui finalement serait un peu... Et finalement, il pouvait avoir des actions un peu désespérantes, mais c'est finalement lui qui est désespéré par les actions inconscientes de ses amis au fur et à mesure de la série. Son pessimisme appelle à la prudence et deviendra de plus en plus réaliste et un peu moins pessimiste au fil que la série évolue. Mais Sokka, c'est un des personnages qui a la plus grande évolution. Il passe d'un total idiot machiste et tout, il se fait casser la gueule par Suki et puis à partir de là, il y a un changement très marqué chez lui. Il devient de plus en plus sage, de plus en plus malin. Et au final, c'est lui qui va s'avérer être le tacticien au fil que la série évolue. Mais son évolution est pas lente, mais elle progresse vraiment au fil de la série, en même temps que la série avance. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir son évolution petit à petit. Évolution de personnage. C'est ça. Oui, mais elle est très bonne et elle n'est pas marquée elle est pas marquée par un arc où il va avoir un changement comme pour Zuko. Sokka, dès l'épisode 1, il va évoluer. À l'épisode 2, il aura évolué. À l'épisode 3, il aura évolué, etc. Il va pas avoir d'arc qui va faire un changement incroyable.
il va avoir des épisodes qui lui sont consacrés qui vont plutôt marquer ce changement, mais le changement va être vraiment dans chaque épisode au final. Et c'est pas un arc narratif qui va faire un changement Oui. total, comme pour Et, Zuko. Et puis en tant que comic relief principal, c'est à travers ses blagues souvent, les blagues qu'il contient, souvent que son évolution est présente. Par exemple, ce qu'on avait dit là, qu'il soit désespéré des actes de ses amis. C'est rigolo, mais en même temps, ça marque vraiment le personnage qu'il est. Et qu'il arrive à prévoir les problèmes, genre non, on n'ira pas à cette fête, les problèmes vont venir à nous comme d'habitude, et les autres, mais non, t'es trop pessimiste. Ils y vont et les problèmes viennent à eux comme d'habitude. On partira avant les problèmes, Sokka, en mode on part jamais avant les problèmes, c'est les problèmes qui nous font partir. Et c'est encore ce qui est arrivé. Il le savait, il l'avait prévu, il avait raison, personne ne l'a écouté. C'est un peu méta là aussi, au niveau de... Il est un peu conscient qu'il est dans une série avec des épisodes vraiment avec des intrigues qui retombent dessus à chaque fois. C'est un peu ça. Ensuite, nous avons Toph. Elle est âgée de 12 ans comme Aang. Elle est doublée par Lucille Boulanger, qui est la voix de Timmy Turner dans Mes parents sont magiques, et surtout de Dora l'exploratrice, la fameuse. Le public a-t-il vraiment envie de voir deux petites filles se battre? Ça m'étonnerait beaucoup. Autant dire des rôles très différents de Toph. Toph est un personnage très apprécié par les fans, ce qui est logique. Elle est forte, elle est cool, badass et drôle, et aveugle aussi. Elle est très indépendante et fière, et elle est l'un des maîtres de la Terre la plus puissante de la série, créatrice de la maîtrise du métal, rien que ça. Et enfin, nous avons notre cher Zuko, doublé par l'incroyable Alexis Thomasian, qui a fait les rôles de Fifi dans la bande à Picsou, le prince Nevin dans La princesse et la grenouille et Jack Long dans American Dragon. C'est un comédien que j'adore. Bonjour, c'est moi, Zuko. Zuko est âgé de 16 ans, il commence en tant que méchant. Même s'il est dépeint comme pas si monstrueux que ça, surtout comparé au sadisme de sa sœur. Sa rédemption est très bien faite et il est très apprécié par les fans. Son côté candide, effacé par sa colère d'ado qui a dû grandir trop vite, peut être assez drôle et touchante parfois. J'aime beaucoup sa relation avec son oncle. On est tous très heureux qu'il ait eu quelqu'un d'aussi bon que Hiro dans sa vie. Il y a une pléthore d'autres personnages très intéressants dans la série, comme Hiro dont j'ai parlé, Suki par exemple, et Azula aussi. Mais parler de tous serait beaucoup trop long, j'ai pas envie que cette vidéo s'éternise trop. Il y a énormément de personnages que j'aime dans cette série et j'aurais du mal à choisir l'un d'eux pour répondre à cette question. Mais si je devais en retenir un qui selon moi est le plus intéressant, je dirais Zuko. Je trouve que c'est un personnage qui devient très attachant quand on apprend à le connaître. Il débute du méchant classique peu charismatique pour devenir un des personnages les plus classes et profonds de la série. Il passe d'abord une partie de sa vie à poursuivre des illusions et la chose superficielle qu'est son honneur avant de se battre finalement pour la justice et aux côtés de Aang, celui que ses illusions avaient au premier abord défini comme son ennemi. L'évolution de Zuko est fascinante, il passe par beaucoup de questionnements et de souffrances, il ne lui suffit pas de quelques épisodes pour changer d'avis et de camp. C'est durant toute la série qu'il change et évolue et il fait face à diverses épreuves avant d'enfin commencer à se remettre en question tant humainement que dans sa perception du monde et de sa vie, pour finalement rejoindre le camp de l'Avatar avec humilité et se créant un nouvel honneur par la justice et non pas par les valeurs qu'on lui avait imposées. Il faut que je parle un peu des bandes dessinées. Souvent, quand il y a une bande dessinée qui suit une série animée, celle-ci se passe pendant la série. Parce qu'après la fin, il n'y a plus grand-chose à raconter. Mais ce n'est absolument pas le cas ici. Souvent, les bandes dessinées après les séries manquent un peu d'ambition. Elles racontent une histoire juste pour raconter une histoire parce qu'elles ne peuvent pas modifier l'histoire principale qui se passe dans la série, étant donné qu'elle se passe pendant. Mais vu qu'ici, ça n'est absolument pas le cas, les séries peuvent se permettre énormément d'ambition. Et elles vont le faire. Cette série de bande dessinée est très juste, je trouve, autant dans les messages qu'elle veut faire passer que dans ses enjeux. Ses thèmes sont très matures et très politiques, donnant une grande profondeur à un univers qui était déjà complexe et bien construit. J'ai bien envie de vous parler en 2-3 mots des 6 trilogies rassemblées en 6 tomes pour la VF qui existent enfin. D'abord, nous avons La Promesse qui traite de la paix encore fragile après la guerre et des difficultés pour Zuko de reprendre le flambeau après Ozai.
Ensuite, nous avons la recherche centrée sur le fait de rechercher la mère de Zuko, faisant suite directement à la conversation entre Zuko et Ozai à la fin de la série. Puis nous avons le désaccord parlant de la nouvelle culture de l'air ayant presque disparu puisqu'il ne reste que Aang pour la représenter. Après, nous avons Fumée et Ombre, centrés sur Aang et Zuko et le monde des esprits. Puis Nord et Sud, qui parlent donc surtout de Katara et Sokka et de la difficulté de reconstruire la tribu du Sud et d'une presque colonisation. Et enfin, nous avons des équilibres qui parlent des difficultés de construire la cité de la République dans un monde qui tend à devenir industriel, faisant donc le lien avec la série La légende de Korra. À la fin de la série Le Dernier Maître de l'Air, la guerre est finie. Cette fin n'est en fait que le début. Le monde d'après-guerre ne pourra jamais devenir comme avant ce siècle de guerre. Et c'est un défi pour l'Avatar, mais aussi le nouveau seigneur du feu, Zuko. Aang ne pourra pas retrouver le monde qu'il a connu avant la guerre, et tous les autres personnages n'ont rien connu d'autre que cette guerre. Il y a tout, les lieux mais aussi la culture et les liens entre les peuples à reconstruire. Ce monde est totalement nouveau et il est à accepter mais aussi à changer un peu petit à petit. Décolonisation et mélange et changements culturels sont au cœur de ces séries. Ce monde est très différent de celui d'avant et c'est quelque chose que va devoir gérer l'équipe d'Avatar. Tout est une question d'équilibre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, éventuellement.